Il est le président de la Commission des affaires institutionnelles de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le député de Kani est également avocat de l'État de Côte d'Ivoire, sort d'une tournée dans sa région au cours de laquelle il s'est notamment prononcé sur les récents développements de l'actualité politique, la condamnation à 2 ans de prison avec sursis à l'encontre de 26 militants du PPACI pour trouble à l'ordre public. L'incident de Kani, souvenez-vous, la sous-préfecture dont il est le député impliquant le vice-président du PPACI et les jeunes du département. La version de notre invité à suivre, évidemment. L'avocat, qui a souvent été commis par l'État de Côte d'Ivoire pour le défendre dans plusieurs dossiers, se prononcera également sur les enjeux des prochaines élections locales en sa qualité de cadre du parti au pouvoir. Le RHDP, qui semble-t-il est fragilisé par quelques divisions apparentes dans certaines régions du pays. Autre commentaire attendu, la relation qu'il entretient avec Charles Blé Goudé, avec qui on l'a vu poser ces derniers jours, sourire affiché, loin de l'adversité entre les deux hommes au moment où se déroulait le procès à La Haye. Autant de sujets que nous soumettrons à Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat au barreau d'Abidjan, député de Kani. Maître Abdoulaye Ben Meïté, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avant d'ouvrir cet entretien que nous souhaitons sans réserve, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Abdoulaye Ben Meïté est avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Ce juriste est à sa 2e mandature en qualité de député de la circonscription de Kani, dans la région du Ourodougou, dans le nord ivoirien. Depuis mai 2021, il est aussi le président de la commission en charge des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il était auparavant secrétaire du bureau du Parlement. Aujourd'hui, il conduit la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Au plan professionnel, Maître Meïté est associé co-gérant de la société civile professionnelle d'avocats Québec et Meïté. À ce titre, il a conduit plusieurs projets pour des personnes individuelles, mais aussi pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire, notamment devant la Cour pénale internationale et la Cour africaine des droits de l'homme à Arusha, en Tanzanie. Maître Abdoulaye Ben Meïté, premier sujet d'actualité sur lequel je souhaite que vous vous prononciez, c'est celui relatif à la condamnation à 2 ans de prison avec sursis à l'encontre de 26 militants du Parti des peuples africains PPACI Côte d'Ivoire. Ces militants, il faut rappeler le contexte de leur condamnation. Ils accompagnaient le secrétaire général du parti qui avait été convoqué lui-même par la justice. Ils ont été arrêtés, ils ont été jugés près d'1 mois plus tard à 2 ans de prison avec sursis. À la base, c'était 2 ans de prison ferme. Après un procès en appel, le verdict a été un peu plus allégé. Comment vous réagissez ? Le PPACI lui parle de condamnation inique, arbitraire et politiquement orientée. Vous qui êtes juriste, avocat et en même temps député RHDP, votre réaction ? Très bien. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, vous remercier pour l'invitation, mais aussi souhaiter un bon mois de jeûne et de carême à l'ensemble de la communauté. Merci beaucoup. Les musulmans comme les chrétiens. Merci. Et ce n'est pas un hasard, ça nous interpelle à une meilleure conjugaison de nos relations humaines en Côte d'Ivoire pour le bonheur de notre pays. Alors sur la question, j'allais me dire que la question est derrière nous. C'est un incident qui est arrivé, mais quand j'écoute les commentaires, les divers commentaires qui en sont faits, j'avoue que je n'ai pas gardé mon silence. En qualité d'avocat, tout comme en qualité effectivement de parlementaire, je suis à l'origine de la loi et je suis dans l'exécution de la loi. Mais il ne faut pas aussi abuser de nos concitoyens. De quoi s'agit-il ? Qui abuse de qui ici ? Les commentaires. Les commentaires. De quoi s'agit-il ? Avant d'arriver sur les commentaires, et si on essayait de commenter les faits ? Justement. Vous le savez, en journalisme, les faits sont sacrés. C'est ce que j'ai dit. De quoi s'agit-il ? Je parle donc des faits. Donc, dans un autre monde parallèle, je dirais des faits. Il m'est en effet revenu que un de nos concitoyens, qui est secrétaire général d'un parti frère, a été convoqué par le juge d'instruction. Cela est bien à noter. Ce qu'il faut noter, c'est que le juge d'instruction est un juge du siège, qui est distinct du procureur de la République. Donc, il ne reçoit d'ordre ni du procureur, ni du pouvoir exécutif. C'est un magistrat du siège qui l'a convoqué dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits, selon ce qui m'est revenu, d'une extrême gravité. Selon ce qui m'est revenu, sous toute réserve,
on me parle de faits insurrectionnels, dans le cadre desquels, dont ce concitoyen a été convoqué par le juge. Je peux bien comprendre qu'il y ait du moins une multiplicité d'avocats qui l'accompagnent. Parce que, de par la loi, les avocats sont là pour assister et de défendre leurs clients. Mais en lieu et place, c'est une cohorte d'individus se prévalant, n'est-ce pas, de leur qualité de militants du parti de ce dernier, ont cru devoir l'y accompagner. On ne va pas au marché, on ne va pas au cinéma comme à la gare. Une question que beaucoup se posent, oui. Est-ce que c'est une faute d'accompagner son leader politique, répondre à la convocation, fût-il d'un juge du siège? D'accord, je vous réponds la question autrement. Un braqueur d'Abobo. Ici, c'est moi qui pose la question. Non, vous allez comprendre. Un monsieur qui est interpellé pour des faits de viol ou des faits de braquage à Abobo. Il est convoqué par le juge d'instruction, donc à la justice dans le cadre d'une enquête d'instruction. Des jeunes d'Abobo se mettent en baka ensemble. Ils disent on va l'accompagner. Ils y arrivent, ils sont là, ils portent des pancartes. Il a fait, mais on ne le met pas en prison. On ne l'arrête pas. Qu'est-ce qu'il va advenir si d'aventure il est placé sous mandat de dépôt? C'est un risque. Le trouble à l'ordre public. Vous estimez qu'il y a une similitude entre l'exemple que vous venez de donner et la situation des 26 militants? Même plus grave, parce qu'il est justement, il est suspecté d'avoir participé à des faits de même gravité. On parle de faits insurrectionnels. Vous conviendrez. Mais au-delà, ce qu'il faut noter, c'est que le trouble à l'ordre public, il faut savoir ce que c'est. C'est des faits qui troublent l'ordre public ou qui sont susceptibles de troubler l'ordre public. Autrement dit, c'est l'appréciation du juge. Est-ce le fait pour ces personnes de s'amasser devant le cabinet du juge d'instruction n'est pas susceptible de troubler l'ordre? Autrement, si le leader avait été arrêté, s'il avait été détenu, placé sous mandat de dépôt, qu'est-ce qui allait en advenir? Donc la loi ne prescrit pas que c'est interdit, mais c'est à l'appréciation du juge. Le procureur a estimé que ces faits sont de nature à troubler l'ordre public. Il les a interpellés, il a saisi le juge. Le juge a estimé que les faits qui leur sont reprochés sont conformes aux prescriptions du code pénal. Il a prononcé une condamnation. Mais je suis choqué de savoir effectivement que des personnes qui ont occupé de hautes fonctions en Côte d'Ivoire, des très hautes fonctions, puissent porter un jugement sur de tels faits. Ça m'a sidéré quand même. Très bien. Dans la récente tournée que vous avez initiée dans la région du Ouagadougou, pour laquelle vous êtes député de Kani notamment, en échangeant avec les populations, vous avez tensé Amnesty International, oui, qui était monté au créneau justement pour exiger la libération de ces militants. Très bien. Pourquoi? Alors, je pense que les organisations de la société civile, du moins la défense, des droits de l'homme, doivent faire attention. À quoi? Doivent faire attention dans leurs commentaires. 3 choses ont été dites. La première, Amnesty International a fait allusion à ce qui s'est passé à Kani. Mais à aucun moment, Amnesty International a fait une quelconque déclaration de nature à nous situer sur une enquête menée par cette institution-là à Kani. Première chose. Amnesty International estime que ce qui s'est passé avec les militants du PPACI est de nature à entacher la cohésion sociale. Une déclaration a été pondue. Là encore, Amnesty International ne s'est pas préoccupé de la loi en vigueur en relation avec les faits. Je pense que pour une association des droits de l'homme, du moins pour un organisme de défense des droits de l'homme, il faut d'abord être au fait de la législation en vigueur. Et puis aussi se pénétrer des faits qui sont reprochés avant de prendre une déclaration. Ça a été le cas, je l'ai dit. Nous avons eu le cas similaire au Rwanda. En marge de l'Union interparlementaire, qui constitue effectivement la réunion de tous les parlements du monde entier. Il y a en son sein un comité qu'on appelle le comité des droits de l'homme, qui avait épinglé la Côte d'Ivoire comme ça, parce qu'on avait estimé que les députés avaient été illégalement condamnés ou poursuivis. C'est justement par méconnaissance des dispositions constitutionnelles et législatives en Côte d'Ivoire. Mais nous avons été au Rwanda, lorsqu'il s'agit d'expliquer, avec à l'appui notre législation constitutionnelle que législative, mais ils ont fini par comprendre que la législation en Côte d'Ivoire n'est pas la législation française, encore moins la législation américaine. Vérité
en dessous des Pyrénées ou leur au-delà. D'accord, c'est un dossier qu'on ne va pas rouvrir. L'incident de Kani, vous en parliez tout à l'heure. Le secrétaire général du Parti des peuples africains, PPACI, Stéphane Kipré en l'occurrence, prend l'initiative de faire des tournées à l'intérieur du pays, de rencontrer les militants de son parti. On a vu des images qui sont devenues très vite virales sur les réseaux sociaux, montrant de l'agitation sur un lieu. Stéphane Kipré estime qu'on l'a empêché de tenir ses meetings. Avant d'aller un peu plus loin, vous qui êtes le député de Kani, l'une des localités où a eu lieu ces incidents, quelle est votre version? Vous avez échangé avec les populations locales, les jeunes qui ont été mis en cause, les autorités préfectorales. Quelle est votre version, la version du député de Kani sur cet incident? Vous savez, j'allais dire Est-ce même que les jeunes là-bas ont empêché Stéphane Kipré de tenir son meeting? Je vais vous répondre. En fait, j'allais résumer ça par trop de bruit pour rien du tout. Pourquoi? Un coup de pub qui a mal tourné. Et je me rends à l'évidence que c'est justement parce que M. Stéphane Kipré est candidat à Daloa, vous savez, il est candidat au régional. Il voulait se donner effectivement une cote de popularité. Il a trouvé effectivement le moyen d'aller vers Kani pour atteindre l'objectif justement qu'il a voulu atteindre. Mais malheureusement, il n'a pas été suivi par les populations. De quoi s'agit-il? M. Stéphane Kipré, disant, donc par courrier, adressé un courrier au préfet du département de Kani, l'informant de ce qui sera le passage à Kani pour se rendre à Morondo dans le cadre des meetings. Donc Kani n'était même pas sa destination finale. Donc il arrive à Kani, il vient voir le préfet en précisant que Tiesso est à l'entrée de Kani. Il va voir le préfet qui n'était même pas là, qui s'est fait représenter par le secrétaire général. Mais avant même que le préfet n'arrive, il a commencé à s'agiter. Mais alors qu'il n'a pas compris qu'il n'est que membre d'une organisation privée. Il n'est même pas une autorité. Quand il va voir le préfet, donc c'est pour montrer effectivement l'intention déjà. Il arrive, le préfet le reçoit. Après coup, il retourne à Tiesso pour aller faire des civilités au chef de village. Il y arrive et c'est là qu'il veut faire un meeting. Dans la cour du chef de village. Les jeunes estimaient que ce n'était pas opportun. C'est chez eux. C'est dans leur concession. Or, on vous fait croire qu'on a empêché un meeting. Il n'y avait même pas de meeting prévu. Et puis, en fait, quand vous faites un meeting, c'est le système d'information préalable. Rien que ça. Mais le préfet a été saisi d'un courrier indiquant qu'il sera du passage à Kani. Il va faire les civilités au préfet. Ensuite, au chef de village de Tiesso. Ensuite, au chef des cantons de Kani avec l'imam de la Grande Mosquée, avant de rallier Morondo, où il aurait un meeting. Et là encore, il prend le son et dit qu'il a adressé un courrier au maire de Morondo, qui a fait une déclaration indiquant qu'il a reçu le courrier donc la veille. Et il a indiqué que le maire aurait refusé de lui mettre à disposition dans la salle des fêtes, en oubliant que la mairie de Morondo n'a même pas de salle des fêtes. Parce que la salle qui est utilisée comme telle à Morondo, c'est une salle privée qui est louée par la mairie. Donc c'est un ensemble de propos infondés qui sont tenus pour atteindre, je ne sais pas quel objectif, mais qui reste quand même quelque chose de vraisemblable dans le sens de ce que l'objectif qui était visé était maladroit, de la manipulation, mais qui a avorté. Mais pour rendre les choses plus claires, le préfet aurait pu faire un communiqué, vous-même député de Kani auriez pu faire un communiqué, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, ce n'est pas à nous de faire un communiqué. Ce que nous avons fait, nous sommes allés à l'information. J'ai été à Tiesso, j'ai été à Kani. J'ai même animé un meeting à Tiesso, j'ai rencontré les populations, j'ai même rencontré monsieur le gouverneur de Kani. Mais le gouverneur, vous savez, il dépend d'un ministre. Donc, il est sous subordination hiérarchique. Il ne peut pas parler de tout et n'importe quoi. À partir du moment où moi j'ai été au fait et que j'ai eu le temps de rétablir les faits, il n'a pas rentré dans cette polémique-là. Cet incident a suscité une grande polémique. Et vous-même, vous avez vu la réaction d'Amnesty International qui, de l'extérieur, a l'impression effectivement que des leaders politiques sont empêchés d'exercer leurs droits les plus élémentaires que de faire des activités, de mener des activités politiques. Ça a contribué à mettre à nu la perception réelle, le rôle réel de ces institutions comme Amnesty International, leur fonctionnement. Ça a mis à nu le manque d'objectivité de certaines de ces structures et ça a mis à nu des velléités cachées
de certains cadres politiques. Sinon, et je l'ai dit, dans le cas, j'ai même parlé au COJEP également, le COJEP, dans son discours, a estimé effectivement qu'il fallait aller davantage à la cohésion, que ce qui s'est passé à Kani, comme ce qui s'est passé avec les militants du PPACI, n'était pas de nature à rassurer quant à la cohésion sociale. J'ai aussi répondu au COJEP pour indiquer au COJEP qu'il leur appartenait d'aller sur le terrain, avoir l'information exacte. Mais c'était un coup de manipulation, mais qui malheureusement n'a pas marché. Mais je pense que ça est derrière nous. Ils n'en ont plus fait cas. Ils ont seulement compris que ce n'était rien d'autre qu'une manipulation qui n'a pas marché. Vous venez de parler du COJEP. Le COJEP, c'est le parti de Charles Blé Goudet. On vous a vu ces derniers jours poster une photo. Vous avez posé avec Charles Blé Goudet, tout sourire. On est loin des images, justement, de l'adversité qu'il y a pu avoir entre vous deux, acteurs principaux du procès de la prison de Scheveningen à La Haye, où Charles Blé Goudet était détenu, vous, avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Comment on se retrouve de cette adversité, en tout cas de loin, c'est comme ça qu'on l'aperçoit, à aujourd'hui, cette proximité où vous vous taquinez, bras dessus, bras dessous? Vous savez, les Ivoiriens doivent comprendre qu'il y a des rôles qu'on joue à un certain moment. À La Haye, et je ne cesserai jamais de le répéter, je n'étais pas l'avocat contre Charles Blé Goudet. Je l'ai indiqué à plusieurs reprises, mais les gens feignent de ne pas comprendre, de ne pas écouter. J'ai indiqué que le procès à La Haye oppose le procureur de La Haye aux avocats, du moins aux accusés, et aux victimes. Voici les trois parties. Aucun État n'est parti à un procès à La Haye. Il faut le savoir. J'ai été l'avocat commis, l'un des avocats commis par l'État de Côte d'Ivoire pour servir d'ami de la Cour. C'est-à-dire, ami de la Cour? Ami de la Cour, ça veut dire que... Ce n'est pas un jeu de mots... Non, ce n'est pas un jeu de mots. Des personnes peuvent estimer détenir des informations pour éclairer la lanterne de la Cour, de sorte à pouvoir effectivement amener la Cour à prendre une décision sage, objective. Alors, en ce moment-là, M. Charles Blé Goudet et M. Laurent Gbagbo avaient été acquittés déjà. Donc, il faut savoir effectivement que c'est après leur acquittement que nous sommes rendus à La Haye. Donc, suite à leur acquittement, il y a eu... Avant leur acquittement, aucune intervention de votre part à La Haye? Non, aucune intervention. Bonne précision, allez-y. Alors, donc, à partir de ce moment, suite à leur acquittement, le parquet, le procureur de la CPI a relevé appel de la décision. Et suite à l'appel relevé, M. Charles Blé Goudet et M. Laurent Gbagbo ont souhaité bénéficier de la liberté provisoire, donc d'aller et de venir. Le juge d'appel était appelé à se prononcer sur cette demande. La Côte d'Ivoire allait inexorablement vers les élections. La liberté provisoire, ce qui signifierait que M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudet viendraient en Côte d'Ivoire et qu'on était comptable de leur représentativité, du moins de leur représentation devant La Haye, chaque fois que de besoin, ce qu'on n'était pas sûr de pouvoir assumer. La Côte d'Ivoire donc a estimé, donc par requête, qu'il fallait saisir la CPI, la chambre d'appel de la CPI, pour solliciter une intervention en tant qu'ami de la Cour. C'est ce qui a été autorisé. Une intervention en vue de ne pas faire aboutir la liberté, justement, en vue de fournir des informations de nature à amener la Cour à se déterminer utilement et objectivement. Mais ce qui a été fait, nos observations ont permis effectivement à la Cour de rejeter comme inopportun, du moins comme inopportun, du moins ces prétentions qui avaient été portées par ces accusés devant cette Cour-là. Leur demande a été rejetée, en d'autres termes. Et les motivations de ce rejet étaient surtout fondées sur les arguments que nous avons portés devant la Cour. C'était tout. Et je pense que la Côte d'Ivoire s'est portée mieux. Parce que si d'aventure ces deux concitoyens venaient en Côte d'Ivoire, les élections commencent à se passer avec les troupes, est-ce que la Côte d'Ivoire avait les moyens de les représenter à La Haye? Je pense qu'il faut faire un peu d'objectivité. Donc, vu sur cet angle-là, vous conviendrez que M. Charles Blé Goudet n'a jamais été mon adversaire.
J'ai été ami de la Cour pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons été portés des informations, mais qui malheureusement n'étaient pas bénéfiques, M. Charles Blé Goudé. Non, c'est parce que dans cette période et dans bien de procès, vous incarnez effectivement la défense des intérêts de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, objectivement aussi, beaucoup voyaient dans votre personne, justement, le maintien de Charles Blé Goudé ou de son co-accusé, en tout cas dans les liens de la détention. C'est justement une perception. Non, je pense que vous savez que la Côte d'Ivoire était devenue, effectivement, à un moment donné, était assez qu'Africain. Quand tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, comme on continue de discuter, Cristiano Ronaldo, Messi. Donc, mais il faut arrêter. Il faut connaître les rôles de chacun. Il faut connaître les fonctions des uns et des autres. Moi, je suis avocat de profession. Il m'arrive de croiser le fer avec des confrères. Et juste après, on ira effectivement prendre un pot. Nous sommes habitués à ces rôles, mais que les Ivoiriens se décomplexent. Revenons à M. Charles Blé Goudé. C'est quoi vos rapports avant le procès, aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que c'est une même génération. D'accord? C'est des rapports... Vous avez aussi fait la FESI? J'ai été étudiant. J'ai été étudiant, et en qualité d'étudiant, je pense effectivement que nous avons des rapports générationnels. Dans le cas de cette génération, nous avons, pour moi, il faut s'inscrire dans une nouvelle démarche. Comme l'a si bien décrit M. Ahmed Bakayoko, il faut décomplexer les rapports politiques. On peut ne pas être du même bord, on peut ne pas avoir la même idéologie, mais on peut se respecter, on peut penser à un intérêt commun. Donc c'est pour ça, effectivement, que je milite en faveur d'une génération de la rupture avec ces pratiques-là, mais à l'effet de l'éclosion d'une république des valeurs. C'est pour ça que vous avez salué aussi le discours et la posture de Charles Blé Goudé. Absolument, parce que cette posture est une posture républicaine. Il a dit, il n'a pas changé. Chaque fois qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il serait présent. Je viens pour participer à la réconciliation des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Je veux participer à l'éclosion d'une république solidaire. Mais je pense que c'est tout net le discours du président de la République. Je ne peux que saluer ce discours. Alors, cette perception, selon vos propos, selon votre perception étriquée que certains ont de vous, c'est peut-être parce que vous avez une double casquette finalement, Maître Meïté et Ben Abdoulaye. Vous êtes avocat de l'État de Côte d'Ivoire sur plusieurs dossiers, mais par ailleurs, vous êtes député et membre du parti au pouvoir. C'est même pas tout. Dites-nous. Je suis secrétaire national du RHDP, en charge des affaires juridiques. Donc on se dit qu'à fond, mains et pieds liés, vous défendez les intérêts du parti au pouvoir. Exactement. Vous savez, la Côte d'Ivoire passe ce cap-là. Ce qu'il faut savoir, nous avons connu ça. Il y a des gens qui s'appellent Meïté, automatiquement il a été RHDP. Hein. On a connu ce cas en Côte d'Ivoire. On a connu des gens qui s'appellent... On a connu le délit du patronyme. Les gens ont encore le complexe de l'anti-liberté, l'anti-indépendance. Moi, d'abord, de ma posture d'avocat, je suis fondamentalement quelqu'un d'indépendant, d'esprit. Je peux pas être vaincu, mais je veux être convaincu. Et c'est pour cela que j'estime que la posture affichée par le président de la République me convainc. Non pas parce que j'ai peur de perdre quelconque avantage que ce soit, mais parce que je crois fermement à l'avenir de la Côte d'Ivoire. De même, quand je suis sous ma casquette politique de militant du parti, je me mets dans cette peau avec la discipline du parti. Quand je viens porter ma touche, c'est l'avocat. Mais l'avocat, c'est aussi l'avocat qui était en même temps cadre du RDA à l'époque, mais qui a eu à défendre le député Yatouré du PDCI, au moment où le PDCI puis le RDA n'étaient même pas en CTT. J'ai défendu, alors qu'il y avait des avocats au PDCI qui ont refusé d'aller au charbon. J'ai pris ce dossier, j'ai défendu des députés PDCI contre le procureur, le même procureur Adou, contre certains cadres de mon parti qui n'ont même pas souhaité, qui n'ont pas compris. Parce que je suis avocat. Et j'ai plus d'honneur d'être avocat, beaucoup d'honneur d'être avocat, que d'être un cadre politique. Donc j'attache du prix à la part des choses. C'est pour cela que je voudrais que les gens comprennent que ce n'est pas méconnaissant de ma personne. Je suis un amoureux de ma dignité. Est-ce qu'il y a des fois où cette double casquette vous a porté préjudice, où vous vous êtes dit, finalement, vous avez eu des regrets, par exemple? Jamais de regrets. Moi, j'assume toujours mes choix. La preuve, de retour de La Haye, j'ai manqué d'être léché par 2 fois. Où et par qui? À Paris. Par qui? Ben justement par des adeptes du camp adverse. Vous voyez, même à Abidjan,
Il y a plein de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Il n'est pas un avocat qui est brillant, c'est un avocat qui vaut rien, c'est même pas un avocat, c'est une mangue. C'est intéressant. Mais toutes les fois qu'ils me rencontrent effectivement au palais de justice, dans un dossier qui concerne leurs amis ou leurs frères, ils se rendent compte que c'est parce qu'ils ont pensé qu'il est là. Et pour moi, c'est un jeu, mais je voudrais au-delà de tout ça, que les Ivoiriens comprennent qu'on peut ne pas être d'accord, mais qu'on peut se respecter. Qu'on peut ne pas être du même bord politique, mais qu'on peut s'estimer. Parce que j'ai vu le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié s'arrêter, tenir un discours par le Benjamin, et le cadet disant que c'est son petit frère, l'autre disant grand frère, et l'autre doyen. S'ils ont pu le faire, c'est une leçon qu'on nous donne. Pourquoi voudriez-vous que je me mette dans une adversité avec M. Charles Blé Goudé? Pourquoi voudriez-vous effectivement que je sois l'ennemi de M. Damanan Picasse, d'une même génération? Et je pense que j'appelle tous les jeunes, tous ces cadres de notre génération à s'inscrire résolument dans cette nouvelle République, cette République des valeurs. Et je les invite à rompre avec ces idées saugrenues. S'ils n'avancent pas, on peut être en désaccord, mais on est obligé de vivre ensemble, on est obligé de se respecter, de s'estimer. Maître Abdoulaye Ben Meïté, parlons de vos souvenirs d'avocat. En votre qualité d'avocat, est-ce que vous avez en souvenir des procès que vous avez remportés qui font votre fierté, ou d'autres que vous aurez aimé évidemment remporter, que vous n'avez pas pu remporter, qui constituent aujourd'hui des regrets, par exemple? Oh, vous savez, comme tout métier, mais je pense que je suis là plus qu'en tant que député. Vous savez que Est-ce qu'il y a des affaires? Non, je vais l'arriver. Vous savez que l'avocat, lorsqu'il est appelé, il est invité à une émission, je tiens à le préciser, doit d'abord demander l'autorisation du bâtonnier. C'est cela. Vous conviendrez effectivement que je suis très jaloux. Je suis un amoureux de mon barreau. Je suis un amoureux des règles qui gouvernent ma profession. Donc je ne voudrais même pas ouvrir cette lucarne. Mais ce qu'il faut savoir, et comme c'est notoirement connu, je suis avocat. Ça, on le sait. Je ne voudrais pas épiloguer effectivement sur des dossiers, mais il faut savoir que comme tout avocat, comme dans toute profession, il y a des périodes de joie, il y a des périodes de peine. Mais souvent, on a le sentiment effectivement que le sort s'abat contre nous, comme le joueur, comme le footballeur et comme le journaliste. Souvent après une émission, vous retranchez, vous regardez l'émission de loin, j'aurais pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça. Mais ce n'est pas votre cas. Maître Meïté, vous n'allez pas, me jeter des fleurs en espérant. Mais vous les méritez. Non, mais attends, au-delà de tout. Non, attends, oui, blague pas à M. Ali Derassouba. Vous savez, quand moi je vous regarde tenir vos émissions, ça suscite à moi de l'espoir. Pourquoi? De l'espoir pour une nouvelle génération. J'ai vu des journalistes. J'ai connu Lévin Yamke, j'ai connu effectivement Emmanuel Gratier-Lavry, j'ai connu pas mal de journalistes. Mais aujourd'hui, quand je vous vois présenter le journal comme votre confrère Kolo Koulibaly, mais je me dis que la télévision ira loin. Maître Meïté, vous êtes député de Kani. Est-ce que vous allez rempiler pour les locales, pour les municipales notamment, ou peut-être vous vous dites, j'aspire à être président de conseil régional, par exemple? Non. Vous savez, je ne suis pas un ambitieux du cumul des mandats. Je suis avocat. Mon cabinet d'avocat est déjà suffisamment une mairie, un conseil régional. Il y a beaucoup à faire là-bas. Donc vous n'êtes candidat à rien aux prochaines élections? Local, rien du tout. Et je suis député. Pour moi, j'ai beaucoup à donner au Parlement. J'ai encore beaucoup à donner au Parlement. Et je ne vais pas gaspiller mes forces. Je vais rester concentré parce qu'il faut aujourd'hui arriver à consolider ce qui est en cours sous la gouverne du président de l'Assemblée nationale qui fait mains et pieds pour créer une famille parlementaire avec les obédiences différentes, des sensibilités différentes, mais on arrive à construire une famille. Voici pour moi le challenge. Mais c'est dans cette dynamique-là pour que cela puisse réjaillir sur les Ivoiriens, pour qu'on puisse créer une famille ivoirienne. On ne pense pas la même chose, on n'aime pas la même chose, mais on est Ivoirien, on est solidaire dans nos différences. C'est ça. Justement, en parlant de l'Assemblée nationale et de son président, il a été élu à la surprise générale, à l'unanimité presque, avec même des membres, des députés, des parlementaires de l'opposition qui ont voté pour lui.
Il prenait la tête du perchoir à la suite du rappel à Dieu de Feu Amadou Soumaoro. Aujourd'hui, comment se porte l'Assemblée nationale? Pour moi, l'Assemblée nationale va. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et il y a de l'espoir. Pourquoi? Quels sont les éléments? Les éléments, je vous indique. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a des travaux qui sont en cours à l'Assemblée nationale pour créer de meilleures conditions de travail aux députés. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais aussi, l'ambiance qui règne entre les différents groupes parlementaires, ce n'est pas commun. Troisième, il y a un esprit nouveau. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être du même bord, mais chacun peut se faire respecter dans ses idées, dans ses opinions. Au-delà, il y a la diplomatie parlementaire qui a été brillamment initiée par le président Bictogo. Aujourd'hui, avec la rentrée parlementaire qui se tiendra le lundi prochain, pour ce lundi prochain, on annonce l'arrivée d'au moins 18 présidents du Parlement à travers le monde. C'est dire effectivement que la Côte d'Ivoire, le Parlement ivoirien est fréquentable, que la Côte d'Ivoire est à sa place. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a été désigné comme le candidat du RHDP pour les élections municipales dans la commune de Yopougon, commune réputée dans une certaine partie de l'opinion comme acquise à l'opposition, notamment au PPSCI. D'ailleurs, Laurent Gbagbo y rencontre cette fin de semaine les jeunes de la commune. Est-ce que pour vous, ce pari, ce défi d'Adama Bictogo, il peut le remporter? Il le remportera. C'est un homme de mission, il vous l'a dit. Un homme de devoir, un homme de mission. Et je pense qu'il n'y a même pas de raison qu'il ne puisse pas emporter cette élection. Il a bien commencé, et c'est justement ce qui a amené notre parti à déclarer ses candidats, du moins pour certaines communes, comme celle de Yopougon, pour donner du temps aux électeurs d'apprécier nos candidats et donner le temps à nos candidats d'aller vers les électeurs. C'est ce qui est en train d'être fait. En si peu de temps, je pense que les candidats qui sont encore tapis dans l'ombre, déclarés comme candidats de l'opposition, sont en train de déjà raser les murs. Vous en êtes certain? Ah oui, absolument. Maître Abdoulaye Ben Meïté, au-delà du président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, vous qui êtes cadre militant du RHDP, qui êtes dans ce parti depuis sa naissance, comment vous trouvez votre parti à quelques mois des élections locales? On a l'impression qu'il y a des dissensions par endroits dans certaines régions, en prélude justement au choix des candidats. Comment vous le vivez? Comment vous l'analysez? Oh, moi, je pense que c'est le propre de tout parti politique. C'est les contradictions internes qui font effectivement le charme du parti. Le RHDP se porte bien. Donc vous êtes d'accord avec nous que ce n'est pas un parti de gourou? C'est vous qui le dites. Non, vous conviendrez effectivement qu'avec cette dynamique que vous décrivez avec brio, ça signifie simplement que ce n'est pas un parti de gourou. Ça peut ramener aussi l'image d'un parti dans lequel il n'y a pas de consensus pour certaines régions. Non, du tout. Je vous dis, ça veut dire que ce n'est pas un parti de gourou. C'est un parti qui est normal, mais aussi, parlant effectivement des dissensions. Je ne sais même pas quelle est la dissension dont on parle. Aujourd'hui, le président de la République a pris des décisions, dans le cas des élections futures, régionales notamment, a décidé d'une liste de candidats de ce parti au régional. À ce niveau, il n'y a plus de débat. Même si, vous savez, partout, même dans des familles, il y a des personnes indisciplinées qui pensent pouvoir effectivement ruser avec des décisions qui sont portées, notamment avec une grande communication, même à la limite inutile et improductive, qui contraste avec la réalité du terrain. C'est le cas notamment dans le Ourodougou. Le choix du président de la République s'est porté sur M. Boaké Fofana, qui est ministre dans le gouvernement actuel. C'est le choix, c'est le président du conseil régional sortant. Mais c'est contre ce choix que un groupuscule, un groupe d'individus, pensant manipuler l'opinion par une communication agressive, en faisant notamment croire que le choix du président de la République n'est pas le bon choix, pense pouvoir prendre à défaut la sérénité des militants. Et cela n'est pas acceptable. Et c'est pour cela que je voulais saluer, il me plaît de saluer le secrétaire exécutif, qui a été très clair. Les militants indisciplinés, les cadres indisciplinés ne sont même pas des militants du parti.
Quand on milite dans un parti politique, la première règle, c'est la discipline. Quand on se met en marge des règles qui gouvernent le parti, on n'est plus militant. Et je pense que des personnes de cette nature, il faut les sanctionner. Maître Meïté, vous l'avez annoncé, lundi, il y aura la rentrée parlementaire pour cette session de l'Assemblée nationale. Quels sont les enjeux de cette rentrée parlementaire? Est-ce qu'il y a des projets de loi attendus, notamment qui seront sur la table de la Commission des affaires institutionnelles ou sur la table d'autres commissions? Absolument. Il y a des lois qui sont en attente, mais vous savez comment ça fonctionne. Après la rentrée, nous aurons effectivement une conférence des présidents, dont les présidents de commission avec les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Au cours de la rencontre, nous allons avoir connaissance des projets de loi ou des propositions de loi qui attendent. Et le calendrier sera adopté. C'est à ce moment qu'on saura effectivement quelles sont les lois qui nous sont dévolues dans le cadre de la Commission des affaires générales institutionnelles. Vous qui êtes justement à la tête de cette commission, oui. Un député indépendant, notre confrère Antoine Assaletier-Moko, a proposé une loi pour réintroduire dans la Constitution le retour à la limitation d'âge. Il me semble que c'est sur votre table que ce projet va atterrir. Absolument. Ou devrait atterrir en tout cas. Est-ce que vous pensez que, évidemment vous n'êtes pas le seul à décider, mais est-ce que vous pensez que ce projet a des chances de réussir? Non, je n'ai pas à penser. Moi, je n'ai pas à penser. Votre avis en tant que citoyen? À l'Assemblée nationale, il y a environ 255 députés. Et vous êtes à la tête d'une commission de 42 membres. Oui, mais cette commission étudie, apprécie, entend l'auteur de la proposition. Je vais reformuler ma question. Je ne vous la pose pas en votre qualité de président de la Commission des affaires institutionnelles et générales de l'Assemblée nationale, en tant qu'homme politique. Vous voulez savoir s'il faut limiter l'âge du candidat. Vous pensez, vous? Sur la question, c'est ça? Cela. Ce que je pense, je n'ai pas le complexe de l'âge. Franchement, je n'ai pas le complexe de l'âge. Pour moi, une personnalité qui a 30 ans n'est pas plus méritante qu'une personnalité qui a 90 ans. J'ai confiance au peuple. J'ai confiance à la voix du peuple. Vox populi, vox Dei. Pourquoi voudriez-vous donc amputer la volonté du peuple par des calculs liés à l'âge? Alors même et surtout qu'il y a des personnes qui sont jeunes, mais qui sont malades. Quand il y a des personnes qui sont âgées, mais qui sont plus aptes à assumer la fonction. Vous avez vu le président américain, il n'est pas jeune, mais il assume la fonction. Ce qu'il faut des personnes responsables à la tête de nos États, des personnes qui peuvent penser au peuple, des personnes qui peuvent faire rêver les jeunes, qui peuvent donner de l'espoir à la population, au peuple ivoirien. C'est ça qu'il est question. Pour moi, les questions d'âge, c'est des questions subsidiaires pour moi. Il faut de la valeur. Donc, vive donc la République des valeurs. Maître Meïté, avant que vous ne répondiez aux questions de nos internautes, une dernière question. Des opposants, notamment, estiment que l'appareil judiciaire ivoirien est instrumentalisé par le politique. Question cash sans réserve. J'attends une réponse sans réserve. Comment vous réagissez? Vous savez, c'est comme l'arbitre dans un match de football. Souvent, on a le sentiment que l'arbitre roule pour vous. Ou alors que l'arbitre roule contre vous. Moi-même, avocat, il arrive que je porte des causes où la décision qui est rendue ne répond pas à mes attentes. Mais qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de voir des recours. Mais ce n'est pas se pavaner dans la presse. Ce n'est pas le fait de se pavaner dans la presse. Il y a eu des situations qui sont arrivées où il faut relever appel, il faut saisir donc la Cour de cassation ou même le Conseil d'État, ça arrive. Mais il faut s'abstenir, comme l'a fait l'ancien président. Et ça, vraiment, moi, j'ai été choqué. En attendant de dire effectivement que la décision était unique, que la Côte d'Ivoire, c'est le tiers-monde. Mais la décision qui a été rendue, il devait être le premier à avoir égard pour nos décisions de justice. Parce qu'il a incarné l'État. Il a incarné cette fonction. Il appartient à ces hommes d'État de nous amener à nous inscrire dans une dynamique de république, d'une dynamique républicaine. Respecter la res publica. La res publica, la chose publique. Mais il ne s'agit pas de manipuler, recevoir des jeunes qui ont été déclarés comme coupables de faits infractionnels par le juge, les recevoir et festoyer et tenir des propos. Pour moi,
c'est jeter un discrédit sur l'appareil judiciaire. Cela n'est pas digne de personnalités qui ont occupé une certaine fonction. Maître Abdoulaye Ben Meïté, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question, avec le concours de la réalisation, nous vient d'Elisabeth Goué qui dit « C'est quoi votre avis personnel, vraiment personnel, sur une éventuelle légalisation de la polygamie ?» Alors, je vais répondre la question à deux volets. Je suis de confession musulmane. Et pour rien au monde, je vais opinionner contre ces valeurs de cette religion. C'est un choix matrimonial qui est optionnel en islam, mais qui contrevient à la réalité législative en Côte d'Ivoire. Ce que je retiens, la volonté du peuple s'exprimera. Pour l'heure, la volonté du peuple de Côte d'Ivoire, c'est le système de la monogamie. Lorsque le peuple estimera qu'il y a 42% des musulmans en Côte d'Ivoire qui veulent naturellement user de leur droit à la polygamie ou à la monogamie, si le peuple ivoirien leur concède ce droit, il n'y a pas de raison que l'option de la monogamie ne soit pas démise, comme c'est le cas au Sénégal. Ce n'est pas pour autant que le Sénégal s'est écroulé, comme c'est le cas au Mali, ce n'est pas pour autant que le Mali n'existe pas. Moi, je n'ai pas de complexe, parce que sous d'autres cieux, on vous dit que la polygamie est contraire aux valeurs de la République, comme en France. C'est de droit. Mais en même temps, le mariage pour tous est conforme aux valeurs de la République. C'est pour cela que le peuple français a pris fait et cause pour du moins ce mode matrimonial. Mais en Côte d'Ivoire, nous estimons, pour l'heure, que le mariage pour tous est contraire aux valeurs de notre République, aux valeurs de notre République qui sont condensées dans notre Constitution, avec à sa tête le préambule, à son paragraphe 6e, je pense qu'il m'en abuse, qui indique précisément la Côte d'Ivoire réaffirme son attachement à ses valeurs culturelles, spirituelles et morales. La question que je me pose, est-ce que la polygamie est contraire à ces valeurs? Il appartiendra à chacun effectivement de donner son opinion. La prochaine question, cette fois-ci, c'est Machiami qui nous dit comment les cadres du Ouorodougou gèrent-ils l'héritage politique de feu Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro? Vous savez, il y a des héritages qui sont lourds à porter. Tout le monde ne peut pas camper Ahmed Bakayoko. Tout le monde ne peut pas camper ce grand Banazumba, comme on l'appelle, le Baobab Amadou Soumaoro. C'est deux personnalités au style différent. Ahmed Bakayoko, c'est la génération nouvelle. Amadou Soumaoro, c'était effectivement la vieille génération, avec son lot de chorocratie, le respect de l'aînesse, obligatoire. Quand le père parle, le fils ne parle pas. Ça avait tout ton charme. Mais c'était deux hauts cadres complémentaires. Mais aujourd'hui, nous ne désespérons pas. Parce que nous autres avons eu la chance d'apprendre à leur côté. Nous avons eu la chance de côtoyer quelque peu ces grandes personnalités, de nous imprégner de leur philosophie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, côtoyer M. Chablé Goudé, c'est conforme à la vision d'Ahmed Bakayoko. Sa vision des rapports politiques décomplexés, il a dit « Je n'ai aucun problème de visiter un adversaire politique et de recevoir la visite d'un adversaire politique. Mais ce n'est pas de moi vendu au bénéfice de son parti politique. » Ça, c'est l'héritage d'Ahmed Bakayoko. Cette vision nouvelle, c'est ça les valeurs. Amadou Soumaoro, c'est la loyauté. C'est la loyauté, la fidélité politique. Il a été fidèle et loyal au président de la République. Il a été là où personne ne croyait. Il a cru. Et je pense que le parti le lui a bien rendu. La preuve, il était le président de l'Assemblée nationale. Il a été porté par le parti, porté par le président de la République. Et ses funérailles, l'État, la Côte d'Ivoire, le lui a bien rendu. Et cela suffit pour dire que nous avons à espérer de cette jeunesse nouvelle, pourvu que cette jeunesse soit disciplinée. C'est pour cela que je plains l'attitude d'un de mes jeunes collègues. Je vais pas citer son nom. Mes jeunes collègues, relativement à la situation du Ouorodougou. Le Ouorodougou, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de crise. Il n'y a que
une personne, par ego, estime qu'il doit donner de la voix pour attirer l'attention sur elle. Mais en réalité, à part cela, il n'y a rien. M. Bouaké Fofana est le leader de la région. Il en a les compétences intellectuelles. C'est l'un des plus grands intellectuels de notre région. Il a les compétences de comportement et de caractère. Il est très humble et ouvert. Mais il est sincère dans ses rapports. Sans complexe. Il a dit récemment que la générosité n'est pas une obligation. C'est une interpellation à l'endroit des jeunes. Il interpelle les jeunes à arrêter de mendier. Du moins, le président de la République a appelé à la Côte d'Ivoire solidaire, mais il n'a pas appelé à la Côte d'Ivoire de mendicité. Il a appelé les Ivoiriens à se soutenir. Il n'a pas appelé les jeunes à la mendicité, à la paresse. Très bien. Je voudrais que les jeunes comprennent que personne ne leur doit quelque chose. On ne leur doit rien. Ils doivent se battre pour eux-mêmes, pour réussir leur vie. Ils ne doivent pas se promener, tendre la main, en vouloir aux aînés pour le fait d'avoir pas assisté. Et la plupart du temps, c'est des jeunes après 30 ans. La plupart du temps. Il faut avoir égard pour les autres, pour leur attitude vis-à-vis de nous. Et ce n'est pas dans la défiance, dans le mépris ou dans les insultes. Très bien. Bouaké Fofana l'a dit et je suis d'accord. Très bien. Il ne peut pas être généreux à l'égard d'une personne qui m'insulte au quotidien. La toute dernière question d'internaute nous vient de Boraïma Sissé qui dit « Comment voyez-vous l'après Ouattara ?» C'est une question plutôt cash aussi, non? Ben, l'après Ouattara, c'est le pendant Ouattara. C'est-à-dire? L'après Ouattara, c'est le pendant Ouattara. Mon président de la République, mon président Alassane Ouattara, sait où il va avec la Côte d'Ivoire. Il sait ce qu'il a comme rêve pour la Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas. La Côte d'Ivoire se portera davantage mieux. Parce qu'il a dit, il va créer des cadres pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes à son école. C'est pour cela que la génération Ouattara, pour ceux qui l'ont compris, ne vont pas, ce n'est pas la génération pressée. Je vous le dis toujours, nous sommes à l'école des aînés. Nous sommes à leur côté. Nous apprenons d'eux. Nous subissons souvent par moments. Mais nous sommes résilients. Nous nous formons afin que demain, ils puissent nous faire confiance. C'est ça, la philosophie du ouattaraïsme. Et je voudrais appeler nos concitoyens, les jeunes notamment, ceux de notre parti politique, à ne jamais oublier que les aînés travaillent pour nous. Ils travaillent à nous former afin que nous puissions porter ce pays demain. Chacun doit se battre, doit travailler, doit apprendre pour ceux qui vont à l'école, mais ce n'est pas dans la mendicité ou alors dans le dénigrement qu'on réussira effectivement à être digne de nos aînés. Maître Abdoulaye Ben Meïté, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Absolument, avec le sentiment aussi que mon devoir est d'être un modèle. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. C'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.